Au cœur de la Bresse, près de Mâcon, c'est un peu le monde idéal du poulet. Dans ce restaurant 3 étoiles, en cuisine, c'est le coup de feu. Bon, la volaille, s'il vous plaît, c'est trop long là. Vous êtes prêts? Aux commandes, Georges Blanc. Pour savourer sa cuisine, les clients viennent du monde entier. Tout se passe bien? Nous sommes de Pays-Bas. Suisse. De Suisse? Oui. Le produit qui fait sa renommée, le voici. Ça, c'est le blanc, vous voyez. Le poulet de Bresse. Ça, c'est la cuisse. Pour les connaisseurs, c'est le meilleur poulet au monde. Travaillé avec soin, servi comme un plat d'exception. L'emblématique volaille de Bresse, blanc et solilès, rôti sur l'os, rouelle de cuisse confite, sauce foie gras champagne. Bon appétit, monsieur. Dégustez ce poulet très haut de gamme dans ce restaurant à un prix. Comptez 90 €. C'est une viande qui a une certaine fermeté, hein. Elle est souple sous le doigt. Quand on la tient, c'est une volaille qui se tient, comme on dit. Pour obtenir cette viande de qualité, les poulets sont élevés dans des conditions de rêve. À quelques kilomètres du restaurant, dans cette ferme. Voici le joyau de la Bresse, appelé aussi Gallus Gallus. Ils ne sont que 500 à gambader sur 8 hectares. Comment ça va? Tu vas bien? Georges vient souvent chez Max, son éleveur attitré. Ici, les poulets vivent dans des conditions dorénavant rares. Au grand air, dans la nature. C'est une race très rustique, le poulet de Bresse. Comme vous voyez, ils ne craignent pas le froid et ils vont dans le parcours un peu partout. Ils ne sont pas parqués. Ils ont l'air bien, hein. Ils vont marcher beaucoup, ils vont courir, se dépenser. Donc ça va fortifier un petit peu la texture, ça va leur donner du muscle. Patauger dans la gadoue, c'est ce qu'il aime le plus. Cela lui permet d'y dénicher, à coups de bec, des vers de terre, son plat préféré. Et pour le repas du soir, ils ont même leur propre chef. Expliquez-nous un C'est peu. moi qui fais cuire le riz. Parce que c'est délicat à faire cuire le riz. Le patriarche, 85 ans, sélectionne les ingrédients et leur mijote la même recette depuis toujours. Lait de vache, riz, maïs et blé. Des poulets nourris et logés pendant 130 jours, plus de 4 mois avant de partir à l'abattoir. Voilà, ça c'est le veau capon. Et les plus beaux spécimens se vendent jusqu'à 25 € le kilo. Une bien jolie histoire, ce poulet de Bresse. Mais aujourd'hui, ce n'est presque jamais le poulet que nous mangeons. Celui qui se retrouve dans nos assiettes, il ressemble plutôt à ça. Un poulet industriel qui ne voit jamais le jour. Élevé en à peine 5 semaines. La viande la moins chère en France et celle que nous consommons le plus, après le porc. Dans les supermarchés, le poulet, on le trouve sous toutes les formes. Entier, avec des labels et des promesses de qualité. Comme le poulet fermier, le label rouge ou le bio. Il coûte cher, autour de 7 € le kilo. Mais celui que nous achetons le plus, c'est le poulet d'entrée de gamme. Il a envahi les rayons, entier, à prix cassé, moins de 3 € le kilo. Vendu aussi en pièces détachées, filets, cuisses, aiguillettes, à moins de 4 €. Et c'est lui encore qui sert à fabriquer tous ces plats préparés. Nuggets, saucisses ou cordon bleu, rapide à cuisiner, autour de 3 €. C'est surtout pour mes enfants. Le midi, quand ils n'ont pas de cantine. Je prends les premiers prix, hein. Sinon ça remonte trop cher. 3 poulets à 11,07 €. C'est pas cher. Résultat, avec ces prix imbattables en 30 ans, la consommation de poulet a doublé en France. Alors quelles sont les recettes des industriels pour produire du poulet toujours moins cher? Pour le découvrir, nous avons remonté la filière du poulet low cost. Nous avons pénétré dans ces élevages intensifs et constaté leurs excès. Maltraitance animale, recours abusif aux antibiotiques. De toute façon, il n'y a pas 40 solutions, il faut les traiter. C'est antibiotiques systématique.
mais aussi prolifération de bactéries qui peuvent avoir des conséquences pour la santé humaine. Un problème passé sous silence en France, mais pris très au sérieux aux États-Unis, où la question est très souvent abordée dans les médias. Les salmonelles sont partout sur le poulet? Oui, même à l'intérieur du poulet. Nous avons aussi enquêté sur ces produits si économiques à base de poulet. Des industriels ont accepté de nous expliquer comment ils les mettent au point. Souvent, cela n'a plus grand-chose à voir avec de la viande. C'est ce que nous ont révélé les analyses de certains produits faites en laboratoire. Donc le nombre assez important de fragments d'os et de cartilage dans ce produit montre qu'on est dans le cas d'une viande séparée mécaniquement. Dans ces produits, pour être encore plus rentables, les industriels n'utilisent pas que du poulet français. Ils ne l'indiquent pas sur les étiquettes, mais ils se fournissent souvent au Brésil, un géant du poulet qui leur permet d'obtenir une viande toujours moins chère. Une course folle au petit prix qui a commencé il y a une 60aine d'années. À cette époque, il y a une race différente de poulets dans presque chaque région de France. Combattants du Nord, crève-cœur, gauloise dorée, javanaise ou cou nu du Forêt. Dans les fermes, ces poulets vivent en semi-liberté. Ce sont de petits élevages d'appoint. Les poulets finissent souvent dans l'assiette de leur propriétaire. À ce moment-là, on est encore loin d'imaginer tout le potentiel économique du poulet. Cela va changer après la Seconde Guerre mondiale. En 1945, pour augmenter la productivité de l'agriculture française et donc de ses élevages, l'État crée l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. On construit des poulaillers, on regroupe toutes les races connues. Les scientifiques font des croisements pour créer une Formule 1 de l'élevage, un poulet capable de donner beaucoup de viande en très peu de temps. À la fin des années 50, une vedette voit le jour. L'intérêt de la vedette INRA, c'est d'être une petite poule, voyez-vous, une poule, on pourrait dire presque une poule miniaturisée, et l'accouplement toujours de ce même coq avec cette petite poule vedette INRA. La grande trouvaille de l'INRA, c'est cette petite poule avec beaucoup de chair. Voilà la vedette INRA, 2,5 kg. Le poulet industriel est né. Sa croissance s'accélère et les possibilités semblent infinies. Et le poulet de demain, quel goût aura-t-il? Eh bien, je pense sincèrement qu'il aura le goût qu'on voudra. Le succès est immédiat. Ce poulet devient champion toute catégorie pour produire de la viande rapidement. Mieux que le bœuf qu'on nourrit pendant plus de 2 ans, bien mieux que le porc qu'on élève pendant 6 mois, le poulet, lui, est prêt à être mangé au bout d'à peine 35 jours. Une croissance spectaculaire qui lui donne des allures de monstre, comme sur cette vidéo d'un institut de recherche sur les animaux. À gauche, une poule pondeuse ordinaire. À droite, le poulet à croissance rapide, sélectionné génétiquement pour faire de la viande. En 50 jours, il devient 4 fois plus gros. De quoi faire peur. Produire plus pour moins cher, c'est une quête sans fin. Aujourd'hui encore, on tente d'améliorer les performances de ce poulet à croissance rapide. Et les idées ne manquent pas pour en faire une machine à viande ultra rentable. À l'INRA, près de Tours, les scientifiques travaillent le poulet sous toutes ses coutures. Sur les œufs, sur la couleur de la viande pour la rendre plus attrayante, ou encore sur sa consistance pour qu'elle soit plus fondante. L'essentiel du travail ne se fait pas ici en laboratoire, mais dans ces poulaillers géants. À la demande des industriels, on réalise des manipulations génétiques pour créer le poulet de demain. Un poulet toujours plus rentable. Bonjour, ça va? Michel Duclos est le directeur des recherches. Tout va bien? Ça va, oui, oui. On est en train de vérifier les enregistrements de la nuit, là. Et puis on va rentrer. Il travaille sur un projet très prometteur. Créer une espèce de poulet qui coûte moins cher à nourrir. 60% du coût du poulet
c'est à peu près l'aliment, donc vous gagnez quelques pourcents sur cette quantité d'aliment initial, vous gagnez tout de suite des sommes très importantes en termes d'efficacité de votre élevage. Leur idée, remplacer une partie du soja par un peu de colza, plus économique. Seulement le colza, les poulets n'aiment pas ça. Alors les chercheurs essayent de repérer parmi tous ces volatiles celui qui acceptera d'en picorer. Pour le dénicher, chaque poulet est équipé d'une puce reliée à un ordinateur. Ce système permet de mesurer la consommation de chacun des animaux. Là, vous voyez que le numéro 330 vient d'être lu, ce qui veut dire que l'animal qui a la puce numéro 330 vient de passer la tête dans la mangeoire. Et qu'on va donc pouvoir commencer à enregistrer la quantité d'aliments que cet animal va manger. À terme, ils sélectionneront ceux qui auront consommé le plus de colza pour les reproduire à grande échelle. Mais dans cette course aux poulets à bas prix, la manipulation génétique ne suffit pas. Pour optimiser la croissance des poulets et gagner en rentabilité, les élevages sont rationalisés à l'extrême. Au beau milieu de ce bocage breton, dans le Finistère, un élevage intensif de poulets. Daniel Jaouen s'est installé ici il y a une vingtaine d'années. Dans ce grand hangar, près de 38 000 poulets. Il ne voit jamais la lumière du jour. Chaque volatile a pour vivre l'espace d'une feuille de papier A4. Dans cette filière, une myriade d'éleveurs comme lui travaillent pour des industriels qui transforment puis vendent le poulet. Le rôle de Daniel, qui a récupéré au départ des poussins, c'est de les élever en un nombre de jours minimum. Seulement 35. Pour y parvenir, tout est calculé et automatisé, à commencer par l'alimentation. L'aliment stocké à l'extérieur arrive par ce tuyau aussi, dans cette trémie. Une cellule photoélectrique va commander la mise en route d'un moteur au plafond qui lui amène l'aliment. Les rations sont acheminées dans ces centaines de mangeoires rouges. Ce que l'on a à manger, ce n'est pas compliqué. Il y a du blé, du maïs, on en devine, des grains de maïs. 13% de soja essentiellement. Pour que ces poulets engraissent au plus vite, ils ne font aucune promenade en plein air. Ça leur ferait dépenser trop de calories. La hauteur de leur mangeoire est même ajustée en fonction de leur taille pour être sûr qu'ils avalent le plus d'aliments possible. Avec ces méthodes bien rodées, Daniel est sûr d'honorer sa commande pratiquement au gramme près. Mais l'industriel nous demande 4,35 jours, il fasse 1,5 kg. C'est à peu près le repère. Si toutefois il veut du poulet de 1,4 kg, ce sera 33 jours. Mais c'est quasiment mathématique. Pour tenir cet objectif, il surveille ses poulets de près. Cette balançoire, par exemple, ce n'est pas juste une distraction. C'est surtout un pèse-poulet pour connaître leur poids jour après jour. Et donc les derniers qui sont passés dessus faisaient 747 grammes. Dans 2 semaines, ces poulets partiront à l'abattoir. Daniel est très attentif à leur poids car ses revenus en dépendent. Plus ces poulets grandissent vite, plus ils gagnent d'argent. Bon, tu as vu la courbe? Ouais. C'est bon? C'est bon. Ouais? Non, parce qu'on était à 700 et quelques grammes ce matin. Normalement, on est au-dessus de la courbe encore. C'est quoi cette courbe? La courbe de croissance. Il faut s'y tenir pour être bien. Et depuis quelques jours, ils sont au-delà de la courbe, c'est-à-dire qu'ils poussent correctement. C'est toujours la croissance, l'objectif. C'est le nerf de la guerre. Si on veut dégager du revenu, il faut faire de la croissance. Il n'y a pas de mystère. Seulement, ces techniques d'élevage intensifs conduisent aujourd'hui à bien des excès. Des dérapages qui peuvent même avoir des conséquences pour notre santé. C'est lorsque les poulets partent pour l'abattoir que l'on s'en rend compte. Dans cette autre ferme, un élevage de 40 000 poulets. La propriété de Michel. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Après 35 jours d'engraissement, ces poulets ont atteint le poids optimal. Faut faire gaffe, c'est sur les grands jours comme ça. C'est fraye des poulets. Ah bon? Ouais. Une frayeur,
causée par le simple fait que les poulets vont voir la lumière du jour pour la première fois de leur vie. Ce sera aussi la dernière. L'éleveur a accepté de nous montrer comment se fait l'enlèvement de ces volailles. On appelle ça un ramassage. Pour charger 40 000 poulets, il faut de gros moyens. C'est à peine imaginable. Pour augmenter la productivité, les industriels ont mis au point cette imposante machine. Une sorte de moissonneuse-batteuse qui embarque les volatiles vers des caisses, dans lesquelles ils sont jetés. Avec une cadence de 10 000 poulets ramassés à l'heure, les volatiles ne sont pas ménagés. Dans l'opération, leurs pattes ou leurs ailes peuvent parfois être cassées. La méthode est expéditive, le spectacle difficilement soutenable. Vous en mettez Vous en mettez combien par cagette là 30. 30 Oui, 30, oui. Au fur et à mesure que le hangar se vide, une autre réalité de ce type d'élevage apparaît. Au sol, il reste encore de nombreux poulets. Certains ne peuvent plus bouger, ils sont trop gros, et leurs pattes, pas assez musclées et parfois cassées, n'arrivent plus à les porter. Plus inquiétant pour nous, consommateurs, certaines bêtes semblent malades. D'autres sont mortes, victimes d'infections causées par toutes sortes de bactéries. Elles prolifèrent dans la plupart de ces élevages industriels, car ces poulets grandissent au milieu de leur déjection. Et comme si ça ne suffisait pas, ces élevages sont aussi parasités par ces insectes. Ces milliers de petites bêtes, porteuses de bactéries, sont ensuite picorées par les poulets, qui se retrouvent infectés. Toutes les bestioles là qu'on voit. Ah ça, il faut pas en parler, c'est les ténébrions. C'est quoi, pardon? Les ténébrions. Cette exploitation est loin d'être un cas isolé. Et la situation sanitaire désastreuse qui règne dans la plupart de ces élevages n'est pas sans conséquences pour nous, consommateurs. Pour évoquer les ravages causés par les bactéries qui pullulent dans les élevages, nous avons rencontré en Vendée un des rares vétérinaires à bien vouloir aborder cette question. Bonjour François. Dominique Ballois est installé ici depuis près de 30 ans. Il soigne les élevages de volailles. Et voilà de quoi est fait son quotidien. Bonjour Bernard. Bonjour. Cet éleveur lui apporte des cadavres de poulets, ramassés la veille dans son exploitation. Tu nous as emmené des poulets? Oui. D'accord, c'est des poulets de quel âge? C'est des poulets de 29 jours. Et aujourd'hui, il ne sera pas le seul. En général, tous les jours, on reçoit une dizaine d'éleveurs. Une dizaine d'éleveurs de volailles, différents types de volailles. Le vétérinaire doit déterminer la cause de la mort. Il faut faire vite, car une bactérie peut décimer un élevage entier en quelques jours. Le plumage est propre, les pattes également. Après autopsie, il peut faire son diagnostic. C'est une infection qui est due à une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. C'est fréquent? C'est fréquent. Dans les élevages de poulets de chair, aujourd'hui, c'est 70% des bactéries isolées dans les pathologies. La bactérie E. coli, la hantise des éleveurs. Le seul moyen de la traiter, ce sont les antibiotiques. Comme tous les vétérinaires, il a le droit d'en vendre et son stock est impressionnant. Ça, c'est un liquide buvable qui se met dans l'eau de boisson. Tout un arsenal de médicaments. Donc voilà une spécialité antibiotique en poudre. Même si Dominique Ballois nous assure que leur administration est maîtrisée, sur le terrain, c'est une toute autre réalité. Dans ces élevages de poulets à bas prix, les bactéries sont tellement nombreuses que le recours aux antibiotiques est extrêmement fréquent. Parfois, les éleveurs les utilisent même de façon quasi permanente. Rares sont les exploitants à accepter de s'exprimer sur le sujet. Nous l'appellerons Julien. Il élève des poulets depuis une dizaine d'années. Il a accepté de témoigner de façon anonyme. Son dernier lot de 30 000 poulets vient de partir à l'abattoir. Il utilise beaucoup d'antibiotiques. S'il ne le faisait pas, il risquerait de perdre de très nombreux poulets.
peut avoir de la mortalité jusqu'à 100, 150 par jour. Moi j'ai déjà eu 250, mais il y en a c'est 100, d'autres c'est 150, c'est à peu près la moyenne, quoi. C'est le bénéfice qui part. Alors pour éviter les pertes, il va nous montrer qu'avec les antibiotiques, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Dans cette pochette, un document que peu d'éleveurs veulent bien montrer. Le registre sur lequel ils notent méticuleusement chaque traitement administré. La quantité d'antibiotiques que reçoivent ces poulets au cours de leur courte existence est impressionnante. Ça commence dès les premiers jours de vie du poussin. Alors là, nous trouvons du flumisol et de la cholestine. Ce sont 2 antibiotiques. J'ai commencé à les mettre à J4, et cela pendant 3 jours. Vous l'avez utilisé pourquoi, celui-là? J'avais de la mortalité en début de l'eau. Ensuite, nous avons un autre antibiotique qu'on appelle de l'ampicilline, J15, J16, J17, J18, J19. Et pourquoi celui-là? Alors celui-là, il y avait beaucoup de diarrhée, tout simplement, et j'avais la litière qui se dégradait aussi. Puis encore 2 nouveaux traitements. Au total, 4 sortes d'antibiotiques différents. On appelle le Tylan. Ils ont 17 jours d'antibiotiques sur 41 jours d'élevage. Quasiment la moitié de leur vie. Et ça, c'est courant. Et c'est courant. On a même vu des lots pires que ça. Ah bon? Pire que ça. C'est-à-dire? Où ils étaient quasiment tous les jours aux antibiotiques. Même sous le contrôle d'un vétérinaire, les éleveurs peuvent avoir un recours massif aux antibiotiques. Et pourtant, certains vont encore plus loin. Car il existe une autre filière pour trouver ces médicaments. Meilleur marché, et cette fois-ci, hors de tout contrôle sanitaire. Certains confrères s'approvisionnent en Espagne pour un coût largement moins cher qu'en France. Moins cher, mais illégal. Selon Julien, il serait des milliers d'éleveurs à s'approvisionner là-bas en antibiotiques bon marché. Au Pays basque espagnol, nous nous sommes rendus dans une coopérative agricole qui, selon nos informations, serait très prisée. Nous sommes à 10 minutes de la frontière française. Nous nous faisons passer pour des éleveurs en quête d'antibiotiques. Nous filmons en caméra cachée. Vous parlez français? Non. Non. ¿Dónde es posible comprar médicos? Medicamentos. Sí. Ahí, en esa portada. Ah, ok. Ok. On nous indique ce magasin. À l'intérieur, on se croirait dans une quincaillerie. Au fond, une pièce est dédiée aux médicaments vétérinaires. Car en Espagne, la réglementation dans ce domaine est moins stricte que chez nous. Sur ces étagères, en libre service, des antibiotiques comme celui-ci, le Bétril, couramment utilisé dans les élevages de poulets. Ou encore celui-là, très puissant, le Tylan. La vendeuse semble habituée à servir des clients comme nous. Vous parlez français? Et elle sait que nous sommes dans l'illégalité. Je cherche du Bétril et de l'Exenel. Comment est-ce qu'on peut... Oui, c'est bon. On peut vous vendre, c'est pas grave. D'accord. Après, bon, c'est à vous de voir. Hein. Bon, chez vous, c'est un peu délicat. Chez nous, c'est pas grave. Nous, on peut vendre et après, c'est votre responsabilité. Responsabilité, c'est si on se fait arrêter. Oui, voilà. On ne se fait pas responsable. La vendeuse ne nous demande ni ordonnance, ni papier d'identité. Elle nous apprend même que son entreprise livre directement en France. On peut se faire livrer par la poste? Oui, si vous payez en avance, oui. C'est-à-dire, ça se passe comment en fait? Non, vous nous expédiez un chèque, vous faites un virement d'argent bancaire et après on vous expédie la marchandise. Vous avez beaucoup de Français qui viennent? Oui, il y en a de Français qui viennent et qu'on livre aussi. Oui. Nous payons en liquide. Il n'y aura aucune trace de cet achat. En quelques minutes, nous récupérons 2 des plus puissants antibiotiques disponibles sur le marché. De l'Efficure, utilisé pour tout type d'animaux, et un bidon de Bétril, très répandu dans les élevages de volailles. Combien d'antibiotiques sont ainsi distribués dans les élevages français sans aucun contrôle? Impossible à dire. Mais ce qui est sûr,
c'est que cette consommation démesurée pose un problème de taille. Car à force d'administrer à ces poulets des antibiotiques à dose massive, peu à peu, les bactéries qu'ils sont censés soigner sont devenues résistantes à ces traitements. Des bactéries qui peuvent nous contaminer à notre tour. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas en mangeant la chair cuite de ces poulets qu'il y a un risque, mais lorsqu'on les manipule crus. Vous allez comprendre pourquoi. À Lyon, les bureaux de L214, une association de défense de la cause animale. Depuis près de 10 ans, Sébastien Arsac infiltre les élevages pour dénoncer les pratiques des industriels. Pour lui, la prolifération des bactéries n'a pas lieu que pendant l'élevage. Bien au contraire. Par exemple, lors du ramassage des volailles. À ce moment-là, le stress est maximum. Sur 10 étages, les poulets sont paniqués. La peur et l'anxiété provoquent des diarrhées. Là, dans les caisses du camion, on voit donc des poulets qui sont entassés les uns sur les autres dans des caisses. Donc les poulets qui sont sur les étages du dessus fiantent sur les poulets qui sont en dessous. Donc on voit très bien en fait sur le plumage voilà, les déjections des poulets qui sont sur les étages du dessus. Et donc dans ces fientes-là, il y a des bactéries qui vont aller souiller en fait la peau et les plumes, etc. des poulets qui sont en dessous. Sur la chaîne d'abattage, la contamination continue. Ces images, Sébastien les a tournées lui-même. Alors comme ils sont suspendus, tout le contenu alimentaire qui était encore dans l'œsophage a aussi souillé cette partie-là. Et donc les têtes traînent dans ces reliquats de nourriture, de sang, etc. Donc toutes les carcasses peuvent être contaminées comme ça avec les bactéries de la poule qui est passée juste avant, du poulet qui est passé avant. Pour débarrasser les volailles de leurs bactéries, il existe bien une parade, une réglementation prévue par la loi. Seulement ces méthodes appliquées par les industriels sont en réalité assez limitées. Le seul à avoir accepté de nous ouvrir les portes de son entreprise, c'est Daniel Sauvaget. Ce Breton est installé ici, près de Guingamp. On voit des bâtiments d'élevage sur les collines là. En 15 ans, il a fait de sa société Tilly Sapco l'un des géants de l'industrie du poulet en France. Un spécialiste de l'export. Une usine qui conditionne chaque jour environ 300 000 poulets. L'autoroute du poulet, là. Sur ces tapis roulants interminables, ils sont triés en fonction de leur poids. Chaque année, ce sont près de 64 000 tonnes de poulets prêts à être consommés qui sortent d'ici. Daniel Sauvaget, un peu réticent, c'est pas très valorisant. A tout de même bien voulu nous montrer comment il traite les bactéries présentes sur le poulet. Pour combattre leur prolifération, les volailles à peine plumées sont aspergées d'eau glacée. Elles sont refroidies à 4 degrés. Alors on ne tue pas les bactéries, on met la température de la carcasse pour qu'il n'y ait pas de développement de bactéries. En clair, le procédé a ses limites. L'eau froide n'élimine pas les bactéries, elle empêche juste leur développement, et c'est bien ça qui est préoccupant. Il y a quelques semaines, le magazine UFC Que Choisir a publié une enquête édifiante sur la question. Même si c'est en faible quantité, 26% des poulets prélevés dans le commerce contiennent la bactérie E. coli. Plus inquiétant encore, ces bactéries se sont révélées résistantes à plusieurs types d'antibiotiques, dont certains très puissants. Et ces bactéries peuvent nous contaminer très facilement. En cuisine, lorsque nous prenons la volaille à pleine main, elles se transmettent aussi par le plan de travail ou par contact avec les légumes. Et ces bactéries, devenues résistantes à cause de l'usage massif d'antibiotiques dans les élevages de poulets, ne sont pas sans conséquences sur notre santé. À Paris, l'hôpital Bichat est spécialisé dans le traitement des personnes atteintes par des bactéries résistantes aux antibiotiques.
C'est la radio de monsieur... Il a une infection pulmonaire. Le docteur Michel Wolf est chef du service réanimation. Certains de ses patients, dans un état critique, sont victimes de ces bactéries résistantes qui se propagent depuis la multiplication des traitements antibiotiques dans les élevages français. Nous avons en permanence sur un service de 20 lits, 1 ou 2 ou 3 patients qui sont infectés par ces bactéries résistantes, chose que nous ne voyions pas avant il y a un certain nombre d'années. Pour tenter de sauver ces patients, pas d'autre solution que de recourir aux antibiotiques. Mais beaucoup sont en train de devenir inefficaces. Et pour cause, ces traitements utilisés pour soigner les malades sont parfois identiques à ceux distribués dans les élevages de poulets. Le problème alarmant, c'est qu'on commence à voir des bactéries résistantes à finalement ce qui sont quasiment les derniers antibiotiques que l'on peut utiliser. Et si ça se généralise, c'est le dernier rempart, absolument, c'est le terme qu'il faut utiliser, c'est le dernier rempart. Nous n'avons pratiquement plus rien au jour d'aujourd'hui. Donc le risque, il est là, et c'est quand même un risque majeur. Chaque année, dans cet hôpital, de nombreux patients décèdent. Combien ont été contaminés par les bactéries du poulet? Impossible à dire. Mais une étude récente de scientifiques reconnus estime que la bactérie E. coli du poulet tuerait chaque année plus de 1500 personnes en Europe. En France, le gouvernement a conscience du problème. Il a mis sur pied un plan visant à réduire de 25% en 5 ans la distribution d'antibiotiques dans les élevages. Mais cela est-il suffisant? Pour limiter les contaminations avec les bactéries résistantes du poulet, certains pays alertent les consommateurs sur les précautions à prendre. C'est le cas aux États-Unis. Pour les experts, l'étape cruciale, c'est ce que vous faites avant de cuire le poulet. Des études montrent que rincer ou laver le poulet avant la cuisson serait pire que tout. Animation à l'appui, on montre même comment, en voulant laver le poulet cru, les bactéries se répandent dans toute la cuisine. Mes mains sont protégées, mais vous voyez mes bras? Si je retire mes gants, je vais m'en mettre partout. On conseille aux Américains qui en ont l'habitude de ne pas laver les poulets et surtout de bien veiller à leur cuisson. Ce que conseillent surtout les experts, c'est de bien cuire le poulet. Des campagnes de sensibilisation qui n'existent pas en France. Nous avons contacté les ministères de l'Agriculture et de la Santé afin de savoir pourquoi ils n'informent pas le public sur les risques de contamination liés au poulet. Aucune réponse. Pourtant, il existe un moyen de prévenir ces risques sanitaires. Car il est tout à fait possible de faire de l'élevage industriel de poulets sans utiliser d'antibiotiques. Voilà comment on s'y prend, ici dans cette exploitation auvergnate, de poulets label rouge. Pour avoir ce label, les poulets doivent gambader dehors, en plein air, ce qui renforce leur défense immunitaire. Leur propriétaire, Sylvie Chaffray, a ouvert sa ferme récemment. Ah mon grand. Viens là. Viens vite là. Vous les connaissez bien? Alors, je les connais pas les 4400 par leur prénom. Mais oui, bien sûr. Et puis voilà, il y a toujours les bêtes qui ont un petit quelque chose de spécial, qui sont attendrissantes ou qui sont coquines. Mais ça se joue aussi à l'intérieur. Alors, on frappe pour pas les déranger. Voilà. Elle fait tout pour leur éviter le moindre stress. Salut mes cocottes. Et surtout, pour éviter qu'il y ait une trop forte concentration de fientes et donc de bactéries, les poulets label rouge sont moins nombreux. À l'intérieur, ils ont 3 fois plus de place que dans les exploitations très intensives. Viens voir si tu peux me becquer un peu. Oui, elles sont quand même pas très stressées, hein, mes poules. Mais oui, c'est moi, oui. Et pour éviter d'utiliser des antibiotiques, Sylvie va encore plus loin. Elle joue la carte de la prévention avec des produits naturels. Une petite révolution dans le secteur. Alors ça, c'est ce qu'on va leur mettre dans les tout premiers jours où ils sont là. Hein. Et en fait, là, c'est vraiment un booster pour l'immunité. C'est du thym et du citron. Voilà.
Ça booste, Ah bah oui, le citron plein de vitamine C, vous savez, c'est vachement bon, même pour vous. Essayez, vous verrez. Du thym, du citron, tous ces produits sont à base de plantes. Des traitements qu'elles versent directement dans l'eau des poulets. C'est des huiles essentielles d'ail et de cannelle. D'accord, et ça joue sur quoi alors, l'ail et la cannelle? Alors, l'ail et la cannelle, c'est surtout un vermifuge. Ce qui permet d'éliminer les vers intestinaux et leur permettre d'avoir une bonne digestion. Et donc par là, d'être en bonne santé. Comme Sylvie, ils sont aujourd'hui plus de 150 éleveurs dans la région à faire ce choix. Ils ont passé un contrat avec les hypermarchés Carrefour qui vendent leurs poulets. Seulement cette méthode est plus coûteuse. Conséquence, dans les magasins, au kilo, ces poulets sont vendus environ 2 fois plus cher que les autres. Même s'ils ont de plus en plus de succès, ils sont encore très minoritaires dans les rayons. Le poulet à bas prix reste celui que nous consommons le plus, surtout quand il s'agit de plats préparés. Panés de poulet, nuggets ou encore saucisses. Mais à quoi ressemble exactement cette viande de poulet utilisée dans ces produits faciles à cuisiner et très bon marché? Difficile de trouver des industriels qui acceptent de dévoiler leurs secrets de fabrication. C'est ce que va pourtant faire Daniel Sauvager, le patron de Tilly Sapco, notre géant breton du poulet. Ces derniers mois, ses commandes de poulets entiers sont en baisse. Heureusement, il fabrique aussi un autre produit, la saucisse de poulet. Un secteur qui, lui, ne connaît pas la crise. Il y a combien de saucisses de poulet qui sortent par jour ici? 40 tonnes par jour. La saucisse faisant 30 grammes, je n'ai pas fait le compte, mais ça en fait beaucoup. Plus d'1 million de saucisses par jour, commercialisées en France, mais aussi vendues à l'étranger. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est très rentable, car il ne coûte pas grand-chose à fabriquer. Allez, on va rentrer dans la préparation. C'est la première fois qu'une caméra pénètre ici. Là, je ne sais pas s'il faut tout filmer, parce que ce n'est pas le côté le plus avantageux. On va aller voir. Finalement, Daniel accepte de nous montrer la recette de ces saucisses. Ça commence par l'arrivée de chariots remplis de centaines de carcasses de poulet. Tous les morceaux nobles, comme les blancs, ont été retirés. Ces carcasses, Daniel les achète par camions entiers auprès d'autres abattoirs bretons, environ 30 centimes d'euros le kilo. A priori, elles seraient bonnes à acheter, mais pas pour Daniel. Sur chacune d'elles, il va récupérer des lambeaux de viande encore accrochés aux os et au cartilage. Dans le poulet, rien ne se perd. Nous, on prend ces carcasses, on les presse pour extraire les viandes qui restent. Ces carcasses sont acheminées dans cette grosse machine, une sorte de broyeur. À l'intérieur, un système à haute pression sépare la viande des os. D'un côté, ressortent les déchets, les restes des carcasses destinées à fabriquer de la nourriture pour animaux. De l'autre, destinée à la consommation humaine, une pâte aux allures de guimauve. Cette substance, pas très ragoûtante, c'est ce qu'on appelle la VSM, la viande séparée mécaniquement. C'est cette mixture, l'ingrédient de base, qui sert à la fabrication des saucisses. Donc après, toute cette viande est associée à un peu de céréales pour lier, qui sert de liant un petit peu pour rigidifier la saucisse, pour lui donner ce côté knacking. Une recette qui permet à Daniel Sauvager de fabriquer une saucisse pour moins de 5 centimes. Une saucisse qu'il revend le double. Seulement dans cette viande séparée mécaniquement si économique pour les industriels et qui entre dans la composition de nombreux plats préparés, il n'y a pas que de la viande. C'est ce que va nous révéler le patron de ce laboratoire montpelliérain, spécialisé dans l'agroalimentaire. Jean-Philippe Coton dirige une équipe d'une trentaine de biologistes. L'année dernière, cet expert a été l'un des premiers en France à découvrir des morceaux de viande de cheval dans les plats préparés à base de bœuf. Bonjour. Bonjour. C'est des colis pour vous. Merci. Chaque jour, il reçoit des échantillons que ses clients, principalement la grande distribution, lui demandent d'analyser. Donc de la mortadelle et du boudin blanc. Ok. L'une de ses missions, détecter la présence de viande séparée mécaniquement,
comme sur ces nuggets de poulet ou ces cordons bleus. Pour ce faire, on prélève d'abord une partie de la viande. Après traitement, l'échantillon est placé au milieu de ce bloc blanc de paraffine qui permet de le découper en très fines lamelles. Ces dernières sont ensuite déposées sur des plaques de verre. Donc ça, c'est le cordon bleu, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Avec un microscope très puissant, Jean-Philippe peut alors déterminer précisément de quoi est constituée la viande. Là, on est sur la farce du cordon bleu. On peut se rendre compte dans ce produit qu'il y a un certain nombre de fragments d'os, comme c'est le cas ici. On en voit un autre ici, un autre ici. Un petit peu plus loin, on en voit un autre. Ça, c'est quoi ça? C'est toujours de l'os, avec quelques petites parties cartilagineuses ici. Hein. Voilà, donc le nombre assez important dans ce produit là, il y a un énorme fragment de cartilage. Où ça? Ben, c'est toute cette partie-là. Hein. Donc le nombre assez important de fragments d'os et de cartilage dans ce produit montre qu'on est dans le cas d'une viande séparée mécaniquement. Dans cette VSM, il n'y a donc pas que de la viande. Car en pressant les carcasses de poulet, les machines des industriels arrachent aussi des petits bouts d'os et de cartilage. Manger ce mélange de chair et d'os de poulet, ce n'est pas dangereux pour la santé, mais la réglementation est claire. Les fabricants ne peuvent plus appeler ça de la viande. Lorsqu'ils en utilisent, ils ont l'obligation de le mentionner en toutes lettres sur les étiquettes de leurs produits, comme sur ces saucisses de poulet. On a de la viande de poulet séparée mécaniquement. Il n'y a aucun problème, c'est légal, l'information y est vis-à-vis du consommateur. Mais certains industriels ne respectent pas ces règles. Ils mettent de cette VSM dans leurs produits sans le préciser sur leurs étiquettes. C'est le cas d'une grande marque française, poursuivie pour tromperie il y a 2 ans. Elle a dû payer 18 000 € d'amende pour ne pas avoir indiqué viande séparée mécaniquement, notamment sur des saucisses de poulet. Nous avons voulu savoir si cette pratique avait cours, aujourd'hui encore. Parmi tous les produits à base de poulet vendus en grande surface, nous en avons acheté 6, au hasard. Ils sont tous très peu chers. Aucun n'indique sur leurs étiquettes la présence de viande séparée mécaniquement. À la place, on peut lire par exemple « Préparation de viande de poulet ». Nous avons demandé à Jean-Philippe Coton d'analyser ces produits. Quelques jours plus tard, nous recevons les résultats. Ils sont édifiants. Sur les 6 produits, 3 contiennent de la VSM. Dans ces saucisses de volaille cuites, dans cet autre paquet de saucisses et dans ces cordons bleus, à chaque fois, les conclusions du laboratoire sont les mêmes. Les fragments d'os et les fragments de tissu cartilagineux sont les indicateurs de viande séparée mécaniquement. L'échantillon est non conforme à la liste des ingrédients annoncés sur l'étiquetage en raison de la présence de VSM. Sur 2 autres produits, ces nuggets et ces cordons bleus de poulet, le laboratoire suspecte fortement l'utilisation de VSM. Des analyses plus poussées seraient nécessaires pour trancher la question. Au final, un seul produit ne contient pas de VSM. Son étiquette est conforme à la réglementation. Nous avons contacté ces marques sur ce sujet. À ce jour, seule une nous a répondu. Elle reconnaît la présence de petits fragments osseux dans son produit, mais conteste l'utilisation de VSM. Seulement dans ces plats préparés si économiques, il y a autre chose qui n'est pas très transparent. L'origine du poulet, presque jamais indiquée. Et sans que vous le sachiez, un pays devenu le géant du poulet s'est imposé dans votre assiette. Le Brésil. Vous en connaissez la carte postale. Les plages de Rio et sa douceur de vivre. Mais le pays ne se résume pas à ça. C'est aujourd'hui une grande puissance économique, en partie grâce à son agriculture et notamment ses élevages de volailles. Le Brésil est même devenu le premier exportateur mondial de poulet. Une production très présente dans cette région.
le Paraná. Ici, ces dernières années, dans la campagne, les hangars ont poussé comme des champignons. Et les exploitants ont le sourire. Il y a 7 ans, Adélire était simple ouvrier agricole. Il s'est lancé dans l'aventure du poulet et dirige aujourd'hui 3 exploitations, dont ce poulailler taille XXL, fraîchement inauguré. Voici le nouveau bâtiment. Il y a combien d'animaux? 35 000 poulets et 19 000 dans chacun des 2 autres, là en bas. Adélire n'est pas le seul à avoir réussi dans le poulet. Toute sa famille s'y est mise. Au total, entre vous, votre père et votre frère, vous en élevez combien? Ouh là là, je vais devoir compter un. Mince, je peux prendre une calculatrice? Alors 73 000 plus 70, au total, ça fait 242 000 poulets dans toute la famille. Des poulets élevés dans des installations à la pointe de la technologie. Avec cet ordinateur, on peut contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez là, on a la température avec les thermomètres. Ces bâtiments ultra-modernes n'empêchent pas Adélire de produire ici l'un des poulets les moins chers du monde. 35% moins cher qu'en France. Pour parvenir à un tel résultat, rien n'est laissé au hasard. D'abord, Adélire travaille pour une très puissante coopérative, la Copacol. Une institution qui fait vivre les 16 000 habitants de Cafélandia, la ville voisine. Elle possède même le supermarché local. C'est le plus gros employeur du coin. Dans son usine de 140 000 m², ce géant a tout rationalisé pour produire des poulets à un prix imbattable. C'est un spectacle stupéfiant. Une efficacité redoutable alliée à un très faible coût. Chaque jour, 340 000 bêtes passent sur ces lignes de production. Pour gérer de telles quantités, l'usine fonctionne à un rythme effréné. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moïse est le chef de cet atelier. Il a sous ses ordres 4000 salariés. Nous commençons l'abattage à 3 h du matin, jusqu'à 13 h 30. Puis la deuxième équipe prend le relais de 14 h à 1 h 30 du matin. Pendant la nuit, on stérilise les machines, donc on peut dire que l'abattoir ne s'arrête jamais. Ici, tout est mécanisé au maximum. Cette machine désosse et sépare le poulet en 2. Ici les pattes et de l'autre côté, le buste. Au bout de la chaîne, 200 millions de filets de poulet sortent chaque année. Ils sont exportés, notamment vers la France. Pour bien présenter le produit, cette fois, il faut travailler manuellement. L'avantage au Brésil, c'est que la main-d'œuvre est très peu chère. Les salaires sont dérisoires. Aujourd'hui, nos ouvriers sont payés en moyenne 375 € par mois. Charge incluse, un employé brésilien coûte 5 fois moins cher qu'un employé français. Pour cet abattoir, comparé à une entreprise hexagonale, cet écart de salaire permet d'économiser plus de 100 millions d'euros par an. Et pour tirer le prix de revient encore plus vers le bas, la coopérative brésilienne a trouvé un autre moyen. Dans la salle d'à côté, nous découvrons d'autres ouvriers. Des Haïtiens chargés de la manutention. Des travailleurs fraîchement immigrés ici, comme Mon Désir. Il y a encore des cartons. Lui et ses compagnons affirment être payés 100 € de moins que les ouvriers brésiliens. Mon carnet de travail était signé pour environ 876 réals. Ce n'était pas vraiment mon rêve, mais cependant, c'est le travail, donc je travaille. En plus de cette main-d'œuvre bon marché, le Brésil peut compter sur d'autres atouts pour envahir le monde entier avec ses poulets. Des atouts naturels incomparables, son climat et sa terre. Ici, dans le Paraná, c'est un peu le grenier à maïs et à soja du pays. Des céréales que le Brésil produit pour 2 fois moins cher qu'en France.
À la Copacol, on stocke les céréales qui seront livrées aux éleveurs de poulets. Le nutritionniste de la coopérative, Milton, nous confirme que ce sont bien elles qui permettent de proposer des poulets à des prix imbattables. Voici le soja. Une grande partie de notre avantage comparatif vient de cette céréale. Contrairement à l'Europe, ici au Brésil, nous avons au moins 2 récoltes par an sur le même terrain. En été, on récolte du soja et en hiver, du maïs. Évidemment, ça diminue nos coûts de production. Céréales peu chères, main-d'œuvre bon marché. Résultat, ce poulet brésilien connaît un succès mondial. Son prix, l'un des plus bas du monde, séduit partout sur la planète. Dans ces palettes, des morceaux de poulet congelés attendent de partir vers une 40aine de pays. Ces cartons vont au Japon et à côté à Singapour. Celui-ci part en France, au Havre. Sur chacun de ces cartons, l'étiquette « Fabriqué au Brésil ». En France, ce poulet brésilien, vous pouvez surtout le retrouver dans ce type de plat préparé. Pâte au poulet, émincé de poulet, ou encore façon risotto. Sur ces produits, aucune loi n'oblige les industriels à mentionner sur l'emballage l'origine du poulet. Mais s'il permet de payer toujours moins cher ce type de produit, le poulet brésilien met aussi en fureur les éleveurs français. T'as tout compris. Ils en sont convaincus. L'importation de poulet est en train de les ruiner. Pierre est éleveur. Il a fédéré autour de lui une vingtaine d'exploitants. Tous se battent pour leur survie. Dans leur collimateur, les industriels qui fabriquent leurs plats préparés avec ce poulet made in Brésil. On va y aller parce que... Très souvent, sans prévenir, ils s'invitent en délégation dans leurs usines. Nous les accompagnons en caméra cachée. Devant celle-ci, le patron, surpris, est un peu énervé. C'est bien, c'est bien. C'est quoi l'objet là? C'est qui tout ce monde? Ce sont des agriculteurs. D'accord, donc on va prendre rendez-vous déjà, puis vous allez revenir me voir. Mais Pierre et ses amis sont tenaces. Ils veulent voir son stock de volailles. Après quelques minutes de négociation, le directeur accepte de leur montrer ses entrepôts. À première vue, la viande est bien française. Congèle. Ah bah ça vient des Deux-Sèvres. 79. Mais un peu plus loin, les éleveurs tombent sur de la volaille d'importation. Origine quoi? Des cartons en provenance d'Allemagne. Et qui peuvent même parfois venir de plus loin. C'est ce que nous confie le patron de l'entreprise. Le poulet que vous importez vient d'où? Essentiellement, donc, il y a des pays de l'Est. Pologne, il peut y avoir aussi l'Allemagne. Pas de poulet brésilien cette fois-ci. Mais il y a quelques mois, ils en ont trouvé dans cette usine bretonne. En plus de la volaille brésilienne, elle en importe aussi de Thaïlande. À titre de preuve, Pierre et ses amis éleveurs emportent avec eux les étiquettes de ces produits qui causent leur ruine. Évidemment, c'est beaucoup plus lucratif de travailler avec de la viande comme ça à bas prix. Tout est une histoire de prix. Et puis c'est tout, point barre. Donc il y a plus de bénéfices à se faire à travailler avec de la viande comme ça, étrangère, qu'à travailler avec de la viande locale. Ce qui met d'autant plus en colère les agriculteurs, c'est que l'actionnaire de cette usine qui importe des poulets du Brésil est un groupe présidé par une figure qu'ils connaissent bien. C'est même leur premier défenseur. C'est lors du Salon de l'Agriculture à Paris que nous le retrouvons. Il s'agit de Xavier Belin, bien, mesdames, messieurs, chers amis, le président de la FNSEA, la Fédération des exploitants agricoles. Il y a une demande au fond des consommateurs de réidentifier dans son alimentation de l'origine, du patrimoine, de l'identité, de la culture. Ce jour-là, il se fait l'apôtre du terroir français. Je le répète, très ouvert. Je défends d'abord une agriculture française, des produits français et des filières agroalimentaires françaises. Lorsque nous lui présentons les étiquettes recueillies dans l'usine Farmor, Xavier Belin admet que pour être rentable, l'entreprise est obligée de se fournir aussi à l'étranger. Vous reconnaissez qu'il y a de l'entrée de poulet brésilien massif dans cette usine? Si ça voulait me faire dire, la réponse est oui. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'illégalité quand on fait venir des viandes du Brésil. Des importations légales, bien sûr,
mais qui illustre les tiraillements de toute une filière, toujours tirée vers des prix plus bas. Des prix qui font aussi le succès du poulet d'entrée de gamme auprès des clients. En moins de 10 ans, la consommation a augmenté de près de 15%.